Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Florian Roger qui est directeur d'EHPAD, directeur de l'EHPAD La Mélodie d'hier, qui est donc un EHPAD en région parisienne, mais tu vas nous le représenter. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une aventure familiale, tu es le directeur, voilà, c'est un établissement privé familial. Et ensemble, on va discuter d'une approche que toi, tu as mis en place et que tu proposes pour en fait, c'est complètement révolutionné le financement des EHPAD pour améliorer le vieillissement en France. En gros, on compense les déficits, on apporte des moyens, enfin bref. Le mieux, c'est que ce soit toi qui l'expliques. Donc, je te propose de te Bah, présenter, de nous expliquer ce que tu as mis en place. Bonjour Arnaud, merci de m'accueillir sur ton podcast. Je me présente Roger Florian, directeur EHPAD indépendant familial depuis 3 générations, ma grand-mère, mon père et moi-même. Personnellement, je suis directeur depuis 20 ans, d'abord spécialisé pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, et puis ensuite des EHPAD classiques d'une taille de 90 lits, exactement en Seine-et-Marne, à Coubert, et également en Essonne, Mélavie, euh, à Montgeron. Tu m'as demandé de parler de ce qui se passait aujourd'hui sur le bien vieillir et les problématiques des directeurs des EHPAD, des ESMS en général, qui ont 4 défis à relever. Tout d'abord, la qualité de l'accompagnement, qui est ce qui donne du sens à notre métier et nous donne la force de nous lever le matin, d'apporter le meilleur pour les habitants de nos établissements. Ensuite, pour cela, il faut du monde, il faut lutter contre la pénurie de personnel. Et pour cela, il faut aussi un équilibre financier qui est de plus en plus dur, puisque dans les articles de journaux, on le voit, ne serait-ce qu'aujourd'hui, avec 56 EHPAD du Morbihan qui crient alerte financière. Et le quatrième défi, c'est qu'après la période fossoyeur, les Français pensent que 60% des EHPAD ne sont pas bien et ne correspondent pas à leurs attentes. Donc, nous ne sommes pas satisfaits de l'accompagnement que nous proposons aujourd'hui à nos seniors. Et mon équipe et moi-même, on s'est posé après le Covid pour dire comment fait-on notre métier, comment on a envie de le faire. Ce qui nous a gouverné, c'est le bien-être et c'est d'apporter chouchoutage, équilibre, attention aux habitants de la maison que je dirige. On est donc allé chercher, alors c'est un petit peu dur à dire, mais la vérité, c'est-à-dire la première cause de décès des seniors en France. La première cause de décès des seniors, c'est pas l'isolement, c'est, et c'est étonnant, hein, ça vient des chiffres CPAM, c'est les médicaments. Ça veut dire qu'il y a trop de surmédication et de iatrogénie. On le retrouve d'ailleurs dans beaucoup de rapports, comme ceux du CESE, des missions flash de l'Assemblée nationale ou tout autre rapport de la CPAM et ARS. Donc, surmédication. Pourquoi on en est là? Parce que le médecin qui est dans l'EHPAD, pour être un bon médecin, quand il a un patient et qui vient et qui a mal au ventre, qui a du mal à dormir, il va prescrire quelque chose. Il va prescrire quelque chose, même si lui-même, au fond des choses, n'en est pas convaincu et qu'il préférerait une solution différente, comme une activité physique. Cependant, aujourd'hui en France, on n'est pas capable de proposer ces alternatives. Donc le médecin de sa main droite n'a que la solution médicament à proposer. Donc l'idée a été à la Mélodière de changer, de faire évoluer en douceur
le projet d'établissement et le projet de soins, en mettant à disposition de ce prescripteur, le médecin, à sa main gauche, une panoplie de thérapeutes. On est bien sûr allé chercher les sachants dans le domaine, quels thérapeutes pouvaient être pertinents pour les grands seniors, puisque là, on est quand même en EHPAD, donc on est entre 85 et voire jusqu'à la fin de vie. On a donc une liste de 10 thérapeutes, je vais en citer quelques-uns, qui sont bien sûr les classiques psychologues, psychomotes, kinés, musicothérapeutes, mais on est allé un petit peu plus loin avec kinésiologue, réflexologue, on a touché la nourriture, on a la phytothérapie, on est allé jusqu'aux fleurs de bac dans la gestion des émotions. Voilà. Et on a constitué un panel de 10 thérapeutes que le médecin a à disposition, et ça c'est un choix d'établissement, pour faire autre chose que de la prescription médicale. Et on a aussi touché les horaires de ces thérapeutes pour ne pas les faire intervenir que de, on va dire, 10h à 18h. Donc par exemple, la sophrologue intervient de 16h à 21h pour l'aide à l'endormissement. Mais donc ça, c'est notre projet de soins, et qui, dès l'entrée, l'habitant choisit ce qu'il aime déjà, parce qu'on ne va pas lui imposer un massage s'il n'aime pas être touché. Et ensuite, ça bascule directement dans le projet de soins, dans le plan de soins pour l'aide-soignante, et qui, au moment où elle rentre dans la chambre, voit toutes les activités ou ateliers que l'habitant a. On a aussi répondu à une attente. Si on fait appel à un EHPAD aujourd'hui, c'est que même si on veut rester chez soi, le niveau de perte d'autonomie est trop important et il faut une surveillance 24 heures sur 24, donc un accès au médecin. On a fait donc le choix, avec ces 10 thérapeutes, de rajouter un médecin 6 jours sur 7 sur l'EHPAD. Là, tout le monde va me dire, il a de la chance. Alors, j'ai de la chance, mais je suis en désert médical zone ZIP++, en Seine-et-Marne. Et ce qui m'a permis de recruter des médecins, c'est le projet de soins. C'est-à-dire que par le sens, eh bien, j'ai attiré des médecins qui avaient envie d'essayer cette approche-là. Donc c'est comme ça, c'est par ce projet de soins que finalement on attire des professionnels, et c'est la même chose pour les infirmières. J'ai des infirmières ou des collaborateurs qui viennent parce qu'ils croient en cette solution T'es bien, qui est basée sur, on va dire le mot, hein, parce que c'est la manière dont l'appelle l'OMS, c'est la médecine intégrative. Médecine intégrative, ça veut dire un équilibre entre, pour faire simple, les médicaments et les thérapies bien-être. C'est un équilibre, d'accord? On n'est pas du tout extrême en disant qu'il ne faut pas de médicaments, c'est vraiment un équilibre, et c'est au médecin de choisir le meilleur chemin. La conséquence de ça, au bout d'un an, alors déjà, on a vu que le deuxième défi qui était l'emploi, eh bien, on arrive à recruter et qu'on n'a pas de pénurie de personnel. Ça veut dire que tous les postes sont complets. L'organigramme est complet aussi, pas de problème. La deuxième conséquence, c'est qu'au bout d'un an, on a fait le rapport ARS que tout directeur doit faire avec son compte emploi, son ERRD, pardon. Ça ne me rajeunit pas cet emploi d'ailleurs, ce vocabulaire. Ouais, un truc, mais c'est bien. Ça montre l'expérience. C'est ça. Et on a déclaré, traditionnellement, je déclarais à peu près 900 jours d'hospitalisation pour un EHPAD de 90 lits sur un an. Et depuis que la méthode est en place, on est passé à 300. Et même cette année, puisque je viens de le faire, pour 2023, on a atteint 274 jours d'hospitalisation pour un EHPAD de 90 lits. Sans changement de population, au contraire. J'imagine des personnes de plus en plus âgées et dépendantes, comme tout le monde. Ouais, ça c'est la vérité, et on le dit, on le voit avec le temps, les gens restent de plus en longtemps à domicile, il y a les résidences autonomie seniors qui se sont créées, et c'est très bien, et bravo, et c'est une offre complémentaire, mais du coup, quand on fait appel à l'EHPAD,
bah, ils sont en grande perte d'autonomie. Donc oui, la population s'est plutôt dégradée. euh, et les hospices ont régressé parce que finalement, on a en interne un médecin gériatre, mais qui va prendre la décision. Tandis que si vous n'avez pas de médecin, bah, l'infirmière qui doit prendre la décision fait une hospitalisation. Ouais. Donc Alors, je voilà voudrais revenir l'intérêt. sur le médecin. Du coup, pour revenir quand même sur la notion médecin, un médecin 6 jours sur 7, c'est très difficile d'avoir des médecins. Combien tu as de médecins aujourd'hui qui interviennent? Est-ce que c'est un seul sur du temps plein? Est-ce que c'est ça le choix ou est-ce que vous avez plusieurs médecins pour faciliter aussi la continuité? Ça va dépendre des configurations. Là, actuellement, je suis à trois médecins. Euh, je suis à trois médecins qui sont, j'en ai deux en mi-temps et un en libéral. Ok, donc ça représente un petit peu plus d'un équivalent temps plein de médecins traitants. Il me semble que tu m'as dit que tu étais en dotation globale, donc c'est vraiment toi qui gère et qui supervise cette notion de suivi médical. Ouais, exactement. Ok. Ok. De là, oui. Et bah oui, et après tu disais c'est pas facile de trouver un médecin. En gros, comment tu as fait, comment tu as proposé le projet et qu'est-ce qui a matché en gros hein, pour que les gens adhèrent à ce projet-là et les médecins. Aujourd'hui, on met des annonces, on présente le projet de cette médecine intégrative, on donne la chance au médecin d'utiliser sa main gauche. euh, et ils sont curieux. Je vais dans les différents rendez-vous avec les hôpitaux, l'approche est différente. Donc finalement, on arrive à avoir une captation de médecins. La vraie question, c'est de savoir où sont les médecins quand on n'en a pas, où est-ce qu'ils vivent et comment on les capte. Ça, c'est Mm. la première chose, de rentrer en contact avec eux. Là, c'est un volet RH que je suis en train de développer, mais où est-ce qu'ils sont? Comment on leur parle? Comment on a leur attention? Ensuite, il va y avoir le deuxième volet, c'est-à-dire le fond. Qu'est-ce qu'on propose? Pourquoi ce projet est différent de ce qu'ils entendent habituellement dans les EHPAD? Et il y a des EHPAD qui font des choses similaires et très bien, voilà, qu'il faut souligner également. Et ensuite, bah, ça va être les conditions d'accueil, la qualité, la Mélodière, c'est quand même une maison de retraite avec un parc, avec un hectare et demi de parc. C'est une vieille maison bourgeoise. Ils ont leur propre bureau, c'est plutôt sympathique. Et ils peuvent même monter sur la scène de la Mélodière, puisque tous les jeudis, il y a spectacle. D'accord, d'où Ça, le très mélodière. Ok. familial. Ok. Alors, je me posais la question parce que demander aux médecins de moins prescrire de médicaments et d'aller sur des accompagnements, sur des thérapies un peu différentes, ça doit être compliqué si on doit aller convaincre chaque médecin traitant libéral. Là, du coup, le parti pris, c'est que ce soit des médecins salariés ou pas, mais qui intègrent vraiment le projet et qui sont pas en fait libéraux extérieurs qui viennent faire des consultes. C'est vraiment tu les impliques dans le projet dès le départ, quoi. Voilà, les médecins en général, ils connaissent les avantages des médicaments qui sont nécessaires pour des maintiens en vie d'urgence, mais ils sont souvent convaincus qu'il ne faut pas trop de lignes sur une ordonnance. Donc ça, c'est pas, ça passe très facilement. Et après, bah, quand ils prennent contact avec nous, ils ont déjà été captés par l'intérêt du projet. Donc ça pose pas de problème. D'accord. Oui, après, c'est vrai qu'en fait, c'est tellement cohérent, la iatrogénie, on sait que c'est un vrai problème, surtout chez la personne âgée, et pourtant, ça continue pour plein de raisons, parce que les personnes âgées, si on leur retire leurs médicaments, elles ont l'impression qu'on veut les assassiner, et du coup, ils comprennent pas, et ça va pas. Et puis, on est aussi dans cette culture, ouais, plutôt curative que préventive, en disant, bah, je prends des médicaments, et c'est ça qui va me guérir, quoi. Sauf que, à Exactement. courte T'as tout, dose, et oui, ça va pas. Ok. Donc, vous avez mis en place les thérapeutes. Moi, ce que je trouve aussi super intéressant, c'est quel retour tu peux avoir là-dessus, parce que la notion du thérapeute, c'est aussi l'accompagnement, le relationnel, le temps qu'on va passer avec la personne qui manque cruellement aux résidents, que les établissements avec les moyens à disposition et puis les pathologies qui évoluent, des personnes de plus en plus dépendantes, bah forcément, ça réduit aussi le temps passé individuellement pour accompagner, pour prendre soin chaque personne. Est-ce que ça, du coup, vous ressentez l'impact au-delà de la thérapie, mais de cette notion de présence?
Alors, cette notion de présence et cette relation humaine, si on va sur les valeurs qui font vivre les êtres humains que nous sommes, c'est ce relationnel, c'est cet échange peut être par la parole, par le regard, par le toucher, mais c'est ce qui nous maintient en vie. Il y a d'ailleurs une étude historique qui montre que si on dépose un plateau dans une chambre d'hôpital sans parler, sans regarder dans les yeux, l'espérance de vie des personnes diminue de 6 mois plutôt qu'un petit échange, un accompagnement, un regard, un échange. Donc, c'est primordial. Je vais prendre un exemple un peu provocateur, et qui sont les fleurs de bac. Donc les fleurs de bac, c'est de l'élixir floral, c'est principalement de l'eau, et l'efficacité peut être remise en question. En tout cas, moi, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a une thérapeute qui rentre dans une chambre et qui parle à la personne, qui prend du temps pour elle, qui lui permet d'expliquer ses problématiques et qui va lui donner un élixir floral dans une petite bouteille qu'elle pourra utiliser autant qu'elle veut sans risque. Elle devient donc à ce moment acteur de son soin et elle va la revoir une semaine, 15 jours, comment ça va. Ça a des impacts sur le dynamisme pour les soins de kinésithérapie, etc. La personne va mieux. Et peut-être que si on mettait du sirop de grenadine, ça ferait la même chose. En tout cas, cette relation et ce temps humain est primordial. Et on sait bien que dans un médicament, il y a l'aspect un petit peu placebo. Je me soigne, je vais déjà un peu mieux. Oui, et en même temps, je me dis, tu vois, le médicament, il n'y a rien de très humain dans le médicament. Parce que, ok, c'est l'infirmière qui va donner et tout ça, mais à des moments où ça doit aller vite, et du coup, il n'y a pas ce temps, en fait, d'échange. Euh, et c'est là où ça apporte au moins quelque chose en plus. C'est une histoire que je raconte tout le temps. Je pense que j'ai dû la raconter déjà, mais on travaillait sur un projet d'établissement et pendant la réunion, je leur dis, bon, bah voilà, d'après vous, sur quoi on peut travailler? Qu'est-ce que les résidents, ils attendent? De quoi ils ont besoin? Qu'est-ce qui est important pour eux? Et puis, il y a un grand silence, un blanc terrible. Je me dis, bon, on est mal, va falloir ramer un petit peu. Et là, il y a une aide-soignante très jeune, je ne sais même plus si c'était une étudiante ou si elle venait d'être diplômée, qui dit, bah, de toute façon, les résidents, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit avec eux, c'est qu'on leur tienne la main, qu'on soit assis avec eux sur le lit. Même si on dit rien, c'est pas grave, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait quelqu'un avec eux. Et ça m'avait touché parce que c'est tellement juste, tu vois, finalement, le soin, le truc. En fait, ce qui est vraiment important, c'est la présence. Et j'ai l'impression que là, avec votre approche, c'est à ça que vous répondez. C'est le temps de présence. Et puis, au-delà de la présence, c'est aussi, tu vois, la notion de bienveillance, la notion de souci de l'autre. Le fait de se dire, je m'intéresse à vous, à votre problème, pour qu'on essaye de trouver une solution. Ce que Bien le sûr. médecin traitant parfois on n'est pas de beaucoup de mal à faire parce qu'il court. Tu vois, limite, le médecin de campagne, l'ancien médecin, ou même en cabinet, où tu vois, limite, tu as au moins 20 minutes. Mais, mais en EHPAD, le médecin, il passe, il voit l'infirmière, il check, il signe, il represcrit, et c'est reparti pour un tour. Tu vois. Exactement. Tu m'as demandé les conséquences de cette mise en place. Alors, j'avais mis 4 défis qui étaient la qualité de l'accompagnement, c'est ce que tu viens de décrire. Il y avait l'emploi, la pénurie de personnel et le financier. Oui, parce que Euh, combien ça coûte? Parce que ça a l'air bien beau tout ça, mais qu'est-ce qui paye? qui est-ce qui paye? Alors, bien sûr, c'est un choix de gestion aujourd'hui d'embaucher autant de monde, mais j'invite l'État, les administrations centrales à écouter ce podcast, à mettre un... Absolument. et au nombre d'hospitalisations qui sont économisées. C'est-à-dire, on en est à 600 jours. Hein. 600 jours pour un EHPAD de 90 lits. On a diminué les médicaments de 25% et on a diminué les transports sanitaires de 40%. Je vais juste faire avec vous le calcul pour l'hospitalisation qui est en général à 1200 euros la journée. Plus les médocs, plus les transports, on économise 1 million. Waouh. Là, il y a tous les directeurs d'EHPAD qui nous entendent, qui se disent waouh, une dotation de 1 million en plus dans ma dotation soins, c'est merveilleux. Donc, avec ce fléchage économique qui se fait sur les numéros finesse et numéros sécu, on peut effectivement, par la gouvernance, modifier le nombre de passages aux urgences
qui a pour premier impact l'aspect humain, la non-attente sur un brancard aux urgences d'une personne octogénaire. Le deuxième, de désengorger les urgences pour ceux qui en ont plus besoin. La troisième, la bonne utilisation des fonds publics avec un bon fléchage. Et ça, est-ce que ça paraît quelque chose d'impensable pour l'ONDAM? Je rappelle aujourd'hui à tous les directeurs de maisons de retraite qu'il y a l'indu sur les dispositifs médicaux qui est très bien géré. Si on fait rentrer un fauteuil roulant qui a été acheté avant et qui finalement est dans l'EHPAD, la Sécu sait très bien nous rappeler que le lit est encore loué à domicile, alors que nous, directeurs d'EHPAD, on n'y est pour rien. Donc ça, la CPAM et le gouvernement, c'est extrêmement bien le gérer. Après, ce qui s'est passé, donc là, je fais une demande officielle, hein, c'est que si l'État peut faire une déviation au code de l'action sociale et des familles pour que tout EHPAD volontaire à cette démarche utilise ce biais de financement, les seniors en seront les gagnants. Le personnel en sera le gagnant. Parce que quand on a 1 million en plus, tu peux me dire, bah, c'est cool, comment on l'utilise? Bah, c'est très simple, formation, bien traitance, et je conseille vraiment Humanitude, qu'on a mis en place et qui a changé notre approche, même pour des excellentes soignantes. On a mis une soignante pour 6 habitants, donc on en revient à ton mot de présence et de temps disponible pour. Et aujourd'hui, une aide-soignante qui touche 1 700 €, eh ben, c'est pas énorme. Donc on peut augmenter le salaire de l'aide-soignante de 350 € brut pour l'EHPAD. Donc ça, et financer, bien sûr, le médecin à 6 jours sur 7 et les 10 thérapeutes. Donc voilà comment on l'utilise pour le bien-être des seniors. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui a sonné à ma porte, et qui était le maire de ma ville, et qui m'a dit de manière un peu ironique, en désert médical, Florian, t'es mignon, mais nous, on n'a pas de médecin depuis 10 ans, est-ce que tu veux pas partager tes médecins? J'ai dit OK. Et la maison T'es bien, donc maison thérapie bien-être, ça veut dire qu'on a adossé à l'EHPAD un centre de santé ou une maison médicale. Et à ce moment-là, on fait le même projet de soins de vie de manière prévention de la santé pour l'ensemble des citoyens du territoire. Au passage, je dis que 80% des maladies sont chroniques et dues à l'hygiène de vie par l'activité ou ce qu'on mange. Ça n'engage pas moi, hein, chiffre CPAM. Et on a ouvert cette maison. À ce moment-là, on pourrait l'assimiler à un tiers-lieu médical. Ouais. Et la différence entre des directeurs qui ont eu des idées géniales de faire un bar, de faire une pizzeria, dans l'EHPAD qui, je vais dire, prestation d'agrément, et c'est grâce à leur dynamisme que ça fonctionne, parce que entre nous, est-ce qu'on a envie d'aller prendre une bière le samedi soir dans un EHPAD? Pas sûr. Par contre, si on a mal au genou et qu'on nous dit qu'il y a un médecin qui est disponible dans l'EHPAD, on va passer cette barrière de l'EHPAD pour aller soigner son genou. Donc, je dis bravo à ces directeurs qui arrivent à faire des tiers-lieux des EHPAD, et ils ont des magnifiques projets, etc., mais qui tient beaucoup à leur dynamisme et à leur façon de le faire vivre. Tandis que là, pour tout le monde, d'avoir un tiers-lieu médical qui est en fait une maison de santé appuyée sur la médecine intégrative, fait de la prévention de santé non plus pour 90 personnes, mais pour un territoire. Et là, si on projette et qu'on fait ce maillage-là au niveau national, on a un maillage d'EHPAD déjà dans des zones très reculées, ou alors encore en ville, on a déjà des locaux qui existent et on a quelque chose sur lequel s'appuyer. Et c'est le rêve de toutes les plateformes gérontologiques qu'on cite depuis 10 ans, 15 ans, et qui, par ce biais de la nécessité d'avoir accès aux soins, eh bien, on fait revivre l'EHPAD et on crée la vie à ce moment-là dans l'EHPAD. Donc, comme petit chiffre également CPAM, il y a 25% des personnes qui vont aux urgences qui ne sont pas hospitalisées parce que ça fait 3 jours qu'elles ont mal au ventre, parce qu'elles n'ont pas accès aux soins. Donc on peut imaginer la même chose en disant que rendre l'accès aux soins par la maison de santé adossée à l'EHPAD réduit le nombre d'hospitalisations, réduit les transports et réduit les médicaments. Ça, on l'a chiffré pour un bassin
ça représente à peu près 3 millions. Un bassin de population autour d'un EHPAD, c'est 3 millions. On va un petit peu plus loin, hein, je me permets de me lâcher un petit peu, mais ces 3 millions, on a un autre problème économique, c'est qu'aujourd'hui, payer un EHPAD pour une famille, ça coûte 3 000 euros. C'est une somme conséquente, inabordable pour la plupart des Français, puisque la retraite est à 1 700. Bah, ces 3 millions qui sont fléchés de la même manière, numéro finesse, numéro sécu et numéro finesse de l'hôpital, on les prend. Et on demande à l'État de se positionner et de les réinjecter. Je vais parler un peu technique, mais tous les directeurs qui nous entendent vont comprendre, dans la section hébergement de l'établissement. Ce qui fait que le reste à charge pour la famille, au lieu d'être 3 000 euros, il va passer à 1 300 euros. Et là, c'est en injectant 2 millions du coup. Ça veut dire qu'on rend l'EHPAD accessible en faisant de la prévention de santé publique et en le rendant comme un espace de vie, comme on le rêve depuis des années. Et contrairement à ce qu'on fait depuis des années, et c'est le terme qui m'y a fait penser, c'est qu'en général, on va voir l'État en disant il nous faut plus de moyens pour les seniors. Tout le monde est d'accord là-dessus, c'est vrai. Sauf que si on se met de l'autre côté du bureau et qu'on est l'État, est-ce qu'on a 10 milliards pour financer le bien vieillir en France? Ben non, sinon il l'aurait déjà fait. Donc aujourd'hui, la solution du fléchage financier, elle apporte en plus de ce qu'il faut faire, c'est comment le financer. Excuse-moi si j'ai été un petit peu long, mais c'était... Non, non, mais c'est super intéressant et c'est vrai qu'on peut même aller encore plus loin parce que quand tu parles des urgences, voir à quel point l'hôpital est aussi en difficulté avec une suractivité qui est pas appropriée et un manque de moyens, en fait, c'est remettre un petit peu le maillon manquant qui est la consultation de proximité qui permet d'éviter l'hospitalisation, qui permet de faire un peu plus de prévention et d'éviter que bah, tout soit trop grave en fait, de pouvoir traiter un peu plus vite. Et au niveau finance, c'est vrai que on veut plus de moyens, il faut plus de monde, mais à un moment, il faut aussi être réaliste et puis se dire qu'il faut surtout mieux utiliser les moyens à notre disposition. Et c'est vrai que à travers les médicaments, moi j'avais entendu un chiffre qui disait que la iatrogénie aussi, le fait que les personnes âgées prennent trop de médicaments, alors surtout avec les problématiques du domicile, hein, où les gens sont tout seuls chez eux, ils font n'importe quoi. Mais même en EHPAD, le fait qu'il y ait trop de médicaments, ça induisait aussi, il y a le coût du médicament, mais surtout les coûts des soins associés aux interactions médicamenteuses, qui déjà, en fait, c'est une spirale négative qui amène du surcoût sur du surcoût. Et si on arrive à enrayer ça, c'est vrai qu'à un moment, on devient, on va dire, juste raisonnable et ouais, on peut clairement changer les choses. Alors, Ouais, question tout à con, fait. pourquoi c'est la première fois que j'entends ça? Cette idée de remettre les thérapeutes au centre et cette logique-là, tu vois, pourquoi? Eh bien, je vais... Parce qu'il faut avoir cette liberté de directeur indépendant. C'est-à-dire qu'au début, j'ai fait le choix et j'ai cru en ce pari. Et ce qui m'a gouverné, c'était le bien-être des habitants et pas la rentabilité financière. Et j'avais cette souplesse de partir et de pouvoir embaucher des gens. Hmm. Quand on a un budget qui est contraint ou qui est contrôlé, une idée novatrice ou un essai, eh ben, c'est pas toujours facile de la mettre en place. Donc, moi, j'avais cette liberté, elle n'engageait que moi. Mais elle a aussi un autre avantage. Et là, je vais faire sauter au plafond de joie, je l'espère, un certain nombre de directeurs. Ben, c'est qu'avec ces thérapeutes et ces éléments différenciateurs des différents EHPAD, aujourd'hui, moi, j'ai un TO à 97%. Ouais. Donc, je suis plein. Mais mon prix n'a pas changé. J'ai rajouté mes thérapeutes. Aujourd'hui, ce qui me motive, c'est le bien-être des habitants et tout l'argent qu'on peut générer est équilibré et réinvesti pour eux. Donc, c'est Ouais, cette liberté que j'avais au départ. parce qu'aujourd'hui, du coup, tu économises beaucoup sur ta dotation soins. Donc, en gros, tu fais économiser de l'argent à la Sécu, mais en payant toi-même les thérapeutes. Parce que du coup, ça passe pas sur des forfaits de soins. Exactement, puisque c'est un choix de gouvernance que je fais. Et aujourd'hui, je suis en contact avec les ministères pour faire cette déviation réglementaire et flécher cet argent. On est en Mm. expérimentation avec la CNSA,
pour D'accord. tester ce modèle et le proposer aux gens qui le voudraient. Il faut vraiment que ça vienne du volontariat, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, le directeur de l'établissement, il change complètement. Parce qu'on a quand même un job qui est très dur, je trouve. On est pris entre un étau. Il y a l'étau financier de l'ARS avec toutes les contraintes et départements, hein. Il y a l'étau des familles et on doit faire le mieux avec ça. Avec des pénuries de personnel, des problèmes économiques. Et à un moment, le job de directeur d'établissement, c'est vraiment un job difficile. Et d'ailleurs, tiens, une étude sociologique montre qu'en général, un directeur d'EHPAD reste 8 ans en fonction. Mais quand il part, il n'est pas directeur ailleurs. Il change de métier parce qu'il est écœuré. Ouais, ouais, c'est Donc, vrai. J'en vois. ça veut bien dire que c'est vraiment un job dur. Euh, et là, si on le positionne en projet d'établissement, projet de soins, plus on gagne à l'année N, avec toute l'équipe, et moins on fait de SPI et mieux on accompagne, plus on aura d'apport financier l'année prochaine. C'est hyper valorisant pour une fois dire à ces équipes, en tant que manager d'équipe soignante, cette année on a bien travaillé, on a réussi, vous avez été super, et ben regardez, on a encore plus de moyens et on va encore faire mieux l'année prochaine. On Ouais, bascule du cercle, je suis en déficit et je réclame de l'argent, à j'ai bien travaillé, je gagne plus. C'est pas du tout la même approche. Et ça s'applique, et je le dis haut et fort, pour tous ceux qui ont fait cette vocation d'être directeur d'EHPAD, public, associatif ou privé. Peu importe. parce que c'est les mêmes résidents, peu de choses près, mais c'est les mêmes besoins. Donc, ça marche Bien sûr. carrément. J'ai une petite question encore, tu vois. J'avais mis en place, ça date, hein, c'était il y a très longtemps, c'est peut-être 2012 ou 2013, de la sophrologie pour les résidents. Alors, c'était plutôt des groupes. Il y avait un sophrologue qui était venu, que j'avais trouvé super intéressant. Tu vois, vraiment la notion vraiment de super humain, tu vois, qui était vraiment dans le relationnel, l'empathie, l'écoute et tout. Je me dis, lui, il sera vachement bien avec les résidents. Et il était vachement bien avec les résidents. Par contre, il y avait un gros blocage avec l'équipe qui disait, tu vois, non, mais c'est quoi leur truc, c'est quoi ce délire, c'est n'importe quoi. Enfin, tu vois, pas qui était, prenait un peu de haut et dans la dérision, enfin, tu vois, qui se foutait de sa gueule. Comment tu fais pour pour changer un peu cette approche-là, cette culture, tu as très peut-être soignante terre à terre, à passer à la fleur de bac, tu vois, de se dire comment tu fais pour avoir cette ouverture d'esprit à un moment et faire en sorte que ce soit vraiment le projet de tous et pas du directeur qui a une idée, qui a une lubie. Je te remercie de me poser la question. J'ai commencé doucement. J'ai plutôt posé des questions. C'est-à-dire que la réponse de la principale cause de décès en EHPAD, c'est pas moi qui ai répondu à cette question, c'est mon corps médical. Et Oui, et une puis fois qu'on a cette c'est eux réponse, qui ils sont sont. impliqués en fait. Ouais, Et je leur demande, là aujourd'hui, je travaille sur le management de la maison et je regarde en fait les qualités de chaque acteur en essayant de mettre en exergue ses qualités à lui. Et il le fait naturellement. Parce que en dehors, cette infirmière est passionnée de sophrologie. Et bien, si elle fait ça en dehors, comment elle peut nous le faire? Donc en fait, c'est plus du travail pour elle. Parce que quand elle mm, rentre chez elle, elle lit de la sophrologie. Et là, bah, elle vient travailler et elle applique ce qu'elle aime. Donc c'est d'écouter les gens avec qui tu travailles, de leur demander leur avis, et après, bien sûr, en tant que manager, de construire un pulse équilibré et de le proposer. ouais. Voilà, ça, Et puis j'imagine que dans le sens au travail, du coup, quand tu crois à quelque chose et que tu peux le mettre en place et que tu es soutenu, ça change tout. Plutôt que de te dire, bah voilà, je distribue mes médicaments à l'appel toute la journée et puis voilà, et c'est pas satisfaisant. Si t'as. Ok. là, c'est le sens. On en revient, tu sais, Ouais. tu disais la présence, on en revient, ce choix de métier, ce sens, pourquoi on le fait. Hmm. Et ça les motive et qu'ils répondent à leurs questions, bah, tes collaborateurs, ils restent, ils sont motivés, ils te trouvent des médecins tout seuls. J'ai des infirmières qui travaillaient ailleurs, hein. Eh, viens avec nous, parce qu'il y a une dynamique. Ouais. Oui, et puis parce qu'elles veulent
partager. Et puis c'est le meilleur moyen, de toute façon, hein, cette notion de bouche à oreille, de dire, bah, nous, on fait ci, on fait ça, c'est super cool. Si tu veux nous rejoindre, c'est ce qui est enfin, naturellement, je pense, le plus convaincant. Et tu m'as posé cette question et on avait un petit challenge. Tu m'as dit que tu visiterais en live le site Ouais, web exact. de la Alors, maison, donc parce que ça Mélodière. amène la question à comment on te contacte pour en savoir plus et voilà, pour en savoir plus, pour développer, pour mettre en place, voilà, comment on fait pour avoir plus d'infos. Et je regarde ton site en même temps. Donc, c'est la maison de retraite de Coubert dans le 77, 77 170, il n'y en a qu'une. Ça s'appelle D'accord. Mélodière, la mélodie d'hier. Vous trouverez mes coordonnées personnelles sur le site Maison Tbien, Tbien. On peut discuter, accompagner toutes les personnes qui le souhaitent via notre association qui s'appelle Senior Concept pour leur éviter les mauvais chemins que nous, on a pris au départ tout seul. D'accord. Et Donc, le site, et le site internet que tu es en train de visiter, on l'a voulu ouvert sur l'extérieur. Je te laisse le découvrir et peut-être en parler plutôt que t'influencer. ça marche. Alors là, je suis sur le site Mélodière, c'est pas celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. Donc là, vous l'avez mis en place avec votre œuvre de paix et de bien-être. Une belle promesse. Maintenant, tu vois, c'est ça qui est marrant avec les sites et les promesses, c'est de se dire, si t'as pas entendu tout ce qu'on vient de se dire, tu te dis, OK, qu'est-ce qu'ils veulent me vendre et tout ça, tu vois. Donc, nous croyons en une approche originale de la santé et du bien-être. Notre mission est de vous accueillir dans un environnement où le confort et la tranquillité sont au cœur de nos préoccupations. Une maison familiale. Ça, déjà, je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant. Tu vois, on est souvent sur la logique de dire c'est familial, c'est convivial, mais toi, tu es vraiment plus qu'impliqué. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment cette dimension enfin, ouais, de famille, quoi. Tu vois, c'est vous, c'est vraiment votre famille, quoi. Et là, on voit sur la maison santé bien-être, donc vous avez un coach de vie, un sophrologue. Alors ça, c'est super intéressant déjà, la notion coach de vie, tu vois, dans la notion projet de vie. Moi, j'entends souvent le projet de vie, c'est bien, on va faire un projet de vie, mais en vrai, tu vois, dans la vraie vie, est-ce que tu as un projet de vie vraiment écrit, signé, validé, tu vois? Donc déjà, coach de vie, donc pourquoi pas. Je vois ça, tu en avais parlé, donc vous avez une gynécologue, c'est ça? Sur place dans la maison de santé? Oui, 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 je confirme, on a une gynécologue. Ok. Et là, du coup, j'imagine c'est ce qui est permis aussi par le fait que vous soyez attractif pour les médecins à travers la maison de santé. Complètement. Sinon, elle serait jamais venue, hein. Ok. Donc, ostéo, pédicure, kiné. Donc, ça, c'est la maison de santé. C'est pas forcément les thérapies que vous proposez au Non, résident. mais par exemple, quand la gynéco est arrivée, ça nous a permis, puisque c'est quand même un professionnel rare, ça nous a Hmm. permis de proposer des rendez-vous gynéco à nos habitants de la maison. Ouais. Ça veut dire En que tous ceux que tu évitant. es en train de citer, ils peuvent intervenir pour tous les citoyens et aussi pour les 90 habitants Ouais. qui sont des citoyens. Ce qui évite le transport, le temps passé, la perte d'informations parce que le médecin, on ne sait pas ce qu'il a dit. Exactement. Non, votre site, il est très beau, très complet. Vous mettez tout, le menu, les activités, des belles photos. Attention, le droit à l'image, hein, c'est important, hein. C'est dans le contrat de séjour. Ouais, ce qui donne envie de plus rien mettre, alors que c'est tellement sympa de voir les gens sourire et de voir ce qui se passe en vrai. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Non, il est vraiment cool. Alors, les prochaines étapes pour développer, pour que ce projet il soit encore, il puisse prendre de l'ampleur et puis qu'on puisse économiser les sous de la Sécu pour en fait mieux les utiliser et mieux vieillir. C'est quoi, selon toi, les prochaines étapes? Aujourd'hui, on a répondu à l'appel d'offres des actions innovantes de la CNSA.
Ouais, pour tester ce modèle sur 6 EHPAD et qui devront être 2 publics, 2 associatifs et 2 privés, d'accord. qui seront différents de moi, bien évidemment. Heu On et sait on a qui c'est? besoin de Tu sais non, qui c'est? Pas encore, il va y avoir non, c'est un petit les appel à candidature. volontaires, qui nous écoutent, peuvent postuler. D'accord. Bon, ça va. Du coup, on t'appelle sur le site et tout ça, ou LinkedIn, enfin, on peut te solliciter. Alors on peut donner le numéro, hein, plutôt qu'ils cherchent, c'est 01 64 06 71 33. Eh ben, je le noterai. Ok, donc projet innovant CNSA, donc il va permettre de tester et de valider le côté duplicable. Et ensuite, Voilà. Et ben ensuite, déviation au CASF, pardon, ouais. Code de l'action sociale et des familles, pour que pour tous les directeurs volontaires de cette solution T'es bien, eh bien, ils puissent prendre ce chemin réglementaire pour avoir le retour sur investissement qui, au passage, est de 800%. Donc, il faudra écrire aux traders, hein, parce qu'un Mm, un ROI de mm. 800%, il y en a beaucoup qui aimeraient l'avoir, en faisant du bien aux gens. Oui, parce que c'est une logique d'économie de dépenses qui sont aberrantes, parce que le but, c'est d'éviter ces hospitalisations qui sont pires que mieux, qui apportent rien, qui font mal aussi à l'hôpital et qui sont pas satisfaisantes pour personne, c'est certain. C'est ça. C'est là où on corrige en fait une forme d'aberration d'aller vers trop d'hospitalisation. Après, la question que je me pose, c'est comment on fait pour avoir assez de médecins partout, dans la mesure où on a un autre problème. Alors, aujourd'hui, si on réfléchit, je te remercie de poser la question. Aujourd'hui, comment est formé un médecin? Il est formé à la faculté, il passe des années à l'hôpital, il passe donc des années en équipe pluridisciplinaire à s'occuper de patients. Et on Mm. voudrait que dans les déserts médicaux, le gars, il s'installe tout seul et qu'il prenne des décisions tout seul. Donc c'est pour ça qu'il y a eu la vogue et le développement des centres médicaux, Mm. des centres de santé. C'est-à-dire que là, on reconstitue une équipe pluridisciplinaire, on met une dynamique de groupe pour proposer plusieurs services au même endroit. Là, tout à l'heure, tu l'as dit, sur le centre de santé, notamment pour les femmes qui ont vécu des souffrances de la vie, bah, il y a la coach de vie, il y a le médecin, il y a la gynéco, il y a la coach de vie, il y a le sophrologue, il y a les massages énergétiques, il y a les huiles essentielles qu'on propose. En tout cas, elle se sent plus seule face à son épreuve personnelle qu'elle a vécue. Mm. Donc, Ouais, je vois ce que tu veux dire. le médecin, il a plus envie de se sentir seul en 2024 comme un médecin de campagne comme on l'a connu avant. Donc, on lui propose d'intégrer un groupe. Et plus le projet Sens, eh ben, ça marche. Ok. Bon, eh ben, nickel. En tout cas, merci pour ces infos. C'est vrai que dit comme ça et vu comme ça sur le papier, c'est même aberrant qu'on n'y soit pas encore. Mais bon, l'idée, c'est d'en parler, c'est de voir comment ça évolue et comment après le politique peut aussi s'en emparer et faire évoluer les choses, hein. Ça paraît être une modification de quelques articles, mais on voit bien que, en ce qui nous concerne, c'est toujours très très lent et compliqué. Alors, bon, pour être en contact avec les politiques, hein, donc députés, sénateurs, ministres, responsables de cabinet, euh, ils valident l'idée. Et Bah c'est oui, pour en ça plus, qu'ils veulent la eux, mettre ils en ont besoin. expérimentation. Ouais. Mais ils ont besoin d'un peu plus pour avoir quelque chose de encore plus concret que finalement, toi, tu as le prototype, il faut le passer à l'échelle et et puis après à grande Bah, échelle. tu sais, si tous les directeurs qui sont en souffrance financière, qui Ouais, font des articles que je vois passer, eh ben, ils disent au gouvernement, on veut tester ça, bah, tout le monde ira dans le même sens et on aura une solution pour, peut-être pour tout le monde. c'est pas faux. Et puis ça permet d'apporter une réponse et une solution. Eh ben nickel. Eh ben merci pour ces infos, pour l'ouverture aussi que ça permet d'apporter. Puis on verra si à l'avenir ça évolue. Moi j'aime bien l'idée, hein, on a un peu discuté, mais c'est cette notion aussi que de toute façon, il faut que les solutions et les réponses viennent du terrain. Et là, ça l'illustre bien. En fait, il faut se réinventer, mais ça viendra pas du politique, ça viendra
ça viendra des gens sur le terrain qui vont imaginer des trucs et puis les tester et puis ensuite ça pourrait être validé. Donc c'est vraiment super intéressant. Merci. Et à bientôt. Merci Arnaud, merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.